Je trouve que la mémoire est l'un des concepts les plus fascinants qui existent, parce que c'est sans doute ce qui vient façonner l'identité d'une personne. Et à ce titre, Paul Ricoeur, justement, dans l'un de ses ouvrages, vient faire le lien entre la mémoire, les points d'ancrage dans le passé, et l'identité individuelle, mais aussi collective. Par la même occasion, il va renvoyer à 3 autres auteurs qu'il appelle les avocats de l'inoubliable, donc Sigmund Freud, le premier, qui lui vient traiter de l'intemporalité de l'inconscient, qu'on pourrait appeler plus simplement l'oubli de réserve. Le second, Henri Bergson, lui, va venir traiter de la distinction entre la mémoire habitude et la mémoire image. Donc l'une est une mémoire où on essaie de se souvenir volontairement, et la seconde, justement, c'est un inconscient qui revient sans le vouloir, mais qui a une connexion plus forte avec le passé. Et enfin, parce que je ne suis ni un expert en philosophie ni en psychanalyse, le troisième, que je trouve d'autant plus intéressant, français de nouveau, Marcel Proust, qui est venu parler de la Madeleine de Proust, que tout le monde connaît de nom, sans peut-être avoir lu l'ouvrage. Moi, le premier, je m'y suis mis sur le tard parce que plus jeune, évidemment, là, c'est du côté de chez Swann, l'un des 7 volumes qui sont sortis au XXe siècle, qui font partie de l'œuvre À la recherche du temps perdu. Et c'est un mastodonte, c'est assez intimidant. En plus de cela, il y a peut-être une manière de raconter les histoires très lente, très contemplative, qui ont une beauté certaine, mais qui n'est pas accessible, je pense, dès le début. Et justement, je voulais en donner lecture parce que le passage sur la Madeleine de Proust est assez représentatif de ce qu'il décrit comme étant une réminiscence involontaire, cette connexion émotionnelle avec le passé du fait d'une expérience sensorielle. Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord, et je ne sais pourquoi, je me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, appelés Petite Madeleine, qui semblait avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorge mêlée des miettes du gâteau touche à mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie ? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle ? Que signifiait-elle ? Où l'appréhender ? Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première. Une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Il y a éveillé, mais ne la connaît pas, et ne peut que répéter indéfiniment, avec de moins en moins de force, ce même témoignage que je ne sais pas interpréter, et que je veux au moins pouvoir lui redemander, et retrouver intact à ma disposition tout à l'heure, pour un éclaircissement décisif. Je pose la tasse, et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment ? Grave incertitude. Toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même, quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher, et où tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher, pas seulement. Créer. Il est en face de quelque chose qui n'est pas encore, et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière. Et je recommence à me demander quel pouvait être cet état inconnu, qui n'apportait aucune preuve logique, mais l'évidence de sa félicité, de sa réalité, devant laquelle les autres s'évanouissaient. Je veux essayer de le faire réapparaître,
Je rétrograde par la pensée au moment où je pris la première cuillerée de thé. Je retrouve le même état, sans une clarté nouvelle. Je demande à mon esprit un effort de plus, de ramener encore une fois la sensation qui s'enfuit, et pour que rien ne brise l'élan dont il va tâcher de la ressaisir, j'écarte tout obstacle, toute idée étrangère. J'abrite mes oreilles et mon attention contre les bruits de la chambre voisine. Mais sentant mon esprit qui se fatigue sans réussir, je le force au contraire à prendre cette distraction que je lui refusais, à penser à autre chose, à se refaire avant une tentative suprême. Puis, une deuxième fois, je fais le vide devant lui. Je remets en face de lui la saveur encore récente de cette première gorgée, et je sens tressaillir en moi quelque chose qui se déplace, voudrait s'élever, quelque chose qu'on aurait désancré, à une grande profondeur. Je ne sais ce que c'est, mais cela monte lentement. J'éprouve la résistance et j'entends la rumeur des distances traversées. Certes, ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit être l'image, le souvenir visuel, qui, lié à cette saveur, tente de la suivre jusqu'à moi. Mais il se débat trop loin, trop confusément. À peine si je perçois le reflet neutre où se confond l'insaisissable tourbillon des couleurs remuées, mais je ne puis distinguer la forme, lui demander comme au seul interprète possible de me traduire le témoignage de sa contemporaine, de son inséparable compagne, la saveur, lui demander de m'apprendre de quelles circonstances particulières, de quelle époque du passé il s'agit. Arrivera-t-il jusqu'à la surface de ma claire conscience, ce souvenir, l'instant ancien que l'attraction d'un instant identique est venue de si loin solliciter, émouvoir, soulever tout au fond de moi? Je ne sais. Maintenant je ne sens plus rien. Il est arrêté, redescendu peut-être. Qui sait s'il remontera jamais de sa nuit? 10 fois il me faut recommencer, me pencher vers lui, et chaque fois, la lâcheté qui nous détourne de toute tâche difficile, de toute œuvre importante, m'a conseillé de laisser cela, de boire mon thé, en pensant simplement à mes ennuis d'aujourd'hui, à mes désirs de demain, qui se laissent remâcher sans peine. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine, que le dimanche matin encombrait, parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que, de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait. Tout s'était désagrégé. Les formes, et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel, sous son plissage sévère et dévot, s'était aboli ou, ensommeillé, avait perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt, la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières, ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque-là, et avec la maison, la ville, la place, où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau de petits morceaux de papier jusque-là indistincts, qui à peine y sont-ils plongés s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables. De même maintenant toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de Monsieur Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village, et leurs petits logis, et l'église, et tout Combray et ses environs, tout cela, qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé. Et je trouve très belle cette phrase de « l'essence n'était pas en moi, elle était moi ». C'est toute cette idée de réminiscence involontaire qui s'est exprimée,
Et je pense qu'on a tous eu l'expérience de notre propre Madeleine de Proust, déjà rien qu'avec l'univers culturel. J'imagine que beaucoup ont vu le dessin animé Ratatouille, où à la fin, le critique cuisine vient goûter le plat et est renvoyé dans son passé. Là, je pense que si on boit un chocolat chaud, on repart aussitôt avec le goût très particulier dans ses souvenirs d'enfance. Quand on sent un parfum, on peut repenser à une personne qui l'a porté dans le passé. Quand on regarde un film, on peut peut-être, s'il nous a marqué, repenser au moment du visionnage justement de l'expérience au cinéma. Et donc si jamais parmi vous, certains ont eu le courage d'écouter cette longue digression un peu spontanée sur le sujet de la mémoire. Je serais très intéressé de lire en commentaire vos propres Madeleines de Proust et à quoi elles vous renvoient finalement. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous.